Le laboratoire national Lawrence Livermore dans les collines de San Francisco est protégé par des clôtures et des contrôles de sécurité. Dans un bâtiment couvrant 3 terrains de football, 192 faisceaux laser sont tirés en même temps sur une cible plus petite qu'un grain de poivre. A coûté environ 3,5 milliards de dollars à construire. Et le 5 décembre 2022, il a accompli quelque chose qu'aucune installation sur Terre n'avait jamais réalisé auparavant. Le National Ignition Facility, connu sous le nom de NIF, a dirigé ses 192 lasers dans un minuscule cylindre d'or. Les rayons X de l'or chauffé ont comprimé une capsule de carburant à hydrogène au centre du cylindre. En quelques milliardièmes de seconde, le carburant a atteint des températures plus élevées que le cœur du Soleil et a été comprimé à environ 100 fois la densité du plomb. Des réactions de fusion ont parcouru le carburant et libéré 3,15 mégajoules d'énergie, soit environ 50% de plus que l'énergie fournie par le laser. Ce seul résultat a franchi un seuil que les scientifiques cherchent à atteindre depuis plus de 60 ans. Pour la première fois, une fusion contrôlée en laboratoire a généré plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour la déclencher. Le gouvernement des États-Unis a d'abord financé le NIF pour une raison précise. Après avoir arrêté les essais nucléaires souterrains en 1992, le pays devait trouver un autre moyen de vérifier que ces ogives vieillissantes fonctionnaient encore. Le NIF recréerait les conditions extrêmes à l'intérieur d'une explosion thermonucléaire, générant des données pour des simulations informatiques qui ont remplacé les essais réels. Les recherches avancées sur l'énergie de fusion ont attiré un soutien politique, mais la mission principale restait la sécurité nationale. Passer de cette déclaration de mission au résultat de 2022 a pris des décennies de crise budgétaire, de licenciements de dirigeants et de menaces du Congrès d'annuler le projet. Et une longue période où la physique ne semblait tout simplement pas très coopérative. L'installation, achevée des années en retard et avec des milliards de dépassements, est restée pendant plus de 10 ans en deçà de l'objectif dont elle portait le nom. Alors allons-y. Pourquoi le NIF devait-il exister ? Livermore construisait d'énormes lasers depuis les années 1970. Shiva, système à 20 faisceaux, a effectué ses premiers tirs en 1977 et prouvé que les lasers pouvaient décomprimer le combustible de fusion par implosion. Son successeur, Nova, mis en service en 1984 avec 10 faisceaux et une énergie bien supérieure, a fonctionné plus de 10 ans et produit des neutrons de fusion, mais sans atteindre l'allumage. Le laser manquait simplement d'énergie pour dépasser le seuil. À la fin des années 1980, les physiciens de Livermore comprenaient ce que l'allumage exigerait. Ils avaient besoin d'un laser de l'ordre de 1 à 2 mégajoules, soit environ 10 fois ce que Nova pouvait produire. Un rapport de 1990 de l'Académie nationale des sciences a soutenu cet objectif et recommandé de le poursuivre. Un concept précédent de 10 mégajoules avait été abandonné comme irréalisable. La plage de 1 à 2 mégajoules semblait réalisable avec la technologie laser à verre existante, à condition de l'augmenter considérablement. Ensuite, le monde a changé, rendant le projet urgent politiquement. L'Union soviétique s'est effondrée. La guerre froide a pris fin, et en 1992, le président George H.W. Bush a signé un moratoire sur les essais nucléaires souterrains. Les États-Unis avaient réalisé plus de 1000 essais nucléaires depuis 1945, mais cela est soudainement devenu impossible. Le moratoire a aussitôt posé problème, car les ogives vieillissent et leurs composants se dégradent. Les ingénieurs qui conçoivent ces armes prennent leur retraite. Sans essai réel, le pays avait besoin d'un moyen de vérifier que son arsenal restait sûr et fiable. La réponse a été un programme appelé Stockpile Stewardship, un vaste effort pour maintenir la confiance dans l'arsenal grâce à des expériences en laboratoire et des simulations informatiques avancées. Le NIF s'inscrivait directement dans ce cadre. Il recréait les températures et pressions extrêmes d'une détonation thermonucléaire, fournissant des données pour valider les codes informatiques, remplaçant les essais souterrains. En 1993, le secrétaire à l'énergie James D. Watkins a approuvé la Key Decision Zero, l'autorisation officielle de lancer le projet. La justification était délibérément large. Le NIF sert à la maintenance de l'arsenal, à la physique des hautes densités d'énergie et à démontrer l'ignition de fusion en laboratoire. Chaque mission exigeait un résultat différent. Pour le programme d'armement, le NIF devait produire des données dans des conditions qu'aucune autre installation ne pouvait atteindre. Pour la communauté de l'énergie de fusion, il devait prouver que l'ignition par laser était physiquement possible. Les deux objectifs menaient à la même exigence. Un laser assez puissant pour comprimer et chauffer une capsule de combustible jusqu'à ce que la fusion s'auto-entretienne. Approuver le NIF impliquait un projet bien plus ambitieux qu'une simple version agrandie de Nova. La nouvelle installation aurait besoin de 192 faisceaux, tous arrivant sur une cible de l'ordre du millimètre à quelques picosecondes d'intervalle, avec une précision de pointage mesurée en dizaines de microns. Chaque faisceau devait délivrer exactement la bonne quantité d'énergie au moment précis. Tout déséquilibre significatif déformerait l'implosion et compromettrait l'expérience. Comment le laser crée une étoile ?
Ainsi, un tir du NIF commence par une faible impulsion de lumière infrarouge. Elle débute dans un oscillateur et mesure environ 1 milliardième de joule. En quelques microsecondes, l'impulsion est divisée, dirigée et amplifiée via 102 lignes de faisceaux distinctes. L'amplification se produit dans des plaques de verre phosphate dopées au néodyme, ce qui est une réalité. Chaque faisceau traverse ces plaques plusieurs fois, gagnant de l'énergie à chaque passage. À la fin de la chaîne d'amplification, les 192 faisceaux transportent collectivement environ 4 à 4,8 mégajoules de lumière infrarouge convertie en environ 2 mégajoules de lumière ultraviolette à la cible. Cette lumière infrarouge est puissante mais mal adaptée. Les ondes plus courtes transfèrent l'énergie bien plus efficacement. Avant d'entrer dans la chambre cible, les faisceaux traversent des cristaux de dihydrogénophosphate de potassium, appelés KDP. Ces cristaux convertissent la lumière infrarouge en ultraviolet à 351 nanomètres, soit environ un tiers de la longueur d'onde d'origine. Ce procédé s'appelle le triplage de fréquence. Cela sacrifie une partie de l'énergie totale, mais produit une lumière que la cible peut réellement absorber, ce qui est utile. Les 192 faisceaux ultraviolets convergent alors tous vers le centre de la chambre cible. Ils sont synchronisés pour arriver à quelques picosecondes d'écart avec une précision de pointage de l'ordre de quelques dizaines de microns. Une picoseconde équivaut à un billionième de seconde. Un micron est un millième de millimètre. La précision requise est folle et chaque tir doit être aussi précis. Maintenant, les faisceaux ne frappent pas directement le combustible. Ils pénètrent dans un petit cylindre creux appelé Hohlraum, d'environ 1 cm de long, fabriqué en or ou parfois en uranium appauvri. L'énergie du laser frappe les parois internes du Hohlraum et les chauffe à environ 3,5 millions de degrés Celsius, ce qui fait, je ne sais pas, beaucoup en Fahrenheit. À cette température, les parois diffusent un fort bain de rayons X vers l'intérieur, provenant de toutes les directions. Cette méthode s'appelle l'attaque indirecte. Les rayons X exercent une pression plus uniforme sur le combustible que l'illumination directe par laser. La capsule de combustible est suspendue au centre du Hohlraum. C'est une sphère creuse d'environ 2 mm de diamètre, avec une fine coque extérieure et une couche de combustible deutérium, tritium gelé à l'intérieur. Deutérium et tritium sont deux isotopes de l'hydrogène. Quand le bain de rayons X touche la coque de la capsule, la surface explose vers l'extérieur. Maintenant, cette explosion vers l'extérieur pousse en fait le reste de la capsule vers l'intérieur, un peu comme une explosion à l'envers. L'implosion est violente et rapide. Elle comprime le combustible à environ 100 fois la densité du plomb et chauffe le centre à plus de 100 millions de degrés Celsius, ce qui correspond aussi à plusieurs centaines de millions de degrés Fahrenheit. C'est vraiment très chaud. Dans ces conditions, les noyaux de deutérium et de tritium fusionnent, libérant de l'énergie et des noyaux d'hélium rapides, appelés particules alpha, essentielles à l'ignition. En heurtant le combustible, elles y déposent leur énergie et l'échauffent. Si l'implosion est symétrique et la densité élevée, ce chauffage par les particules alpha s'auto-entretient. Une onde de combustion se propage vers l'extérieur à travers le combustible comprimé, et les réactions de fusion produisent plus d'énergie que le laser n'en a fourni à la cible. Maintenant, ce seuil est ce que le NIF définit comme l'ignition. L'atteindre dépend de conditions presque parfaites. L'implosion doit être sphériquement symétrique à quelques pourcents près. La couche de combustible doit être uniformément gelée avec une rugosité de surface en fractions de micron. Une bosse sur la capsule ou un déséquilibre du rayonnement X peut créer des instabilités qui déchirent l'implosion avant que le combustible ne soit assez chaud. Chaque cible est fabriquée à la main et inspectée au microscope. Chaque tir est une tentative unique d'atteindre un objectif où la marge d'erreur est absolument minuscule. Construire la bête. Maintenant, le bâtiment qui abrite tout cela mesure 704 pieds de haut et de long, 403 pieds de haut de large et 85 pieds de haut. Sa fondation en béton a été conçue pour une stabilité sismique, car une installation qui aligne des faisceaux laser à quelques dizaines de microns près ne peut pas tolérer que le sol bouge sous elle. La structure repose sur des fondations profondes, conçues pour amortir les vibrations causées par des vorspés, par les tremblements de terre et même par la circulation de camions lourds sur les routes avoisinantes. À l'intérieur, les 192 faisceaux sont regroupés en 48 ensembles de 4 appelés quads. Ces quads traversent de deux immenses salles laser qui s'étendent sur toute la longueur du bâtiment, une de chaque côté. Les faisceaux traversent leur chaîne d'amplification dans ces salles avant de converger vers la chambre cible au centre du bâtiment. L'installation de cette chambre cible a en fait été l'un des moments les plus spectaculaires de tout le processus de construction. La chambre est une sphère de 10 mètres de diamètre pesant 121 000 kg. Elle doit être placée à 6,5 mètres sous le niveau du sol dans un puits en béton spécialement creusé. Pour l'y descendre, Livermore a fait venir une grue de 900 tonnes depuis le site d'essai du Nevada. En juin 1999, les équipes ont guidé la sphère vers sa position lors d'une opération lente et minutieuse. Une chute ou un choc violent aurait endommagé la chambre de façon irréversible.
Des orifices usinés avec précision pour connecter les faisceaux laser et instruments de diagnostic. Il n'y avait pas de pièces de rechange, et croyez-moi, c'est très cher. Une fois la chambre scellée, la véritable complexité a commencé à remplir le bâtiment autour d'elle. Le système laser nécessitait environ 3100 plaques amplificatrices en verre dopé au néodyme, chacune fabriquée selon des spécifications optiques strictes. Près de 7500 grands composants optiques comme les lentilles, miroirs et cristaux de conversion de fréquence KDP devaient être installés et alignés le long des lignes de faisceaux. En plus de ces grandes pièces, 30 000 composants optiques plus petits ont été installés. Un système automatisé reliait 60 000 points de contrôle coordonnant minutage des faisceaux, puissance des amplificateurs et positionnement de la cible. L'assemblage et la mise en service ont duré la majeure partie des années 2000. Les lignes de faisceaux ont été activées progressivement, les ingénieurs vérifiant sur chaque quadruplé l'alignement et les performances avant de passer au suivant. Début 2009, l'ensemble du système était prêt pour son premier test intégré. Le 10 mars 2009, les 192 faisceaux ont été tirés ensemble et ont délivré environ 1,1 mégajoule de lumière ultraviolette dans la chambre cible vide, atteignant environ 2 TW de puissance de crête. Le tir a confirmé que le laser fonctionnait comme un système coordonné. Une décennie de construction et de mise en service a permis d'obtenir une installation opérationnelle. Cependant, la construction du NIF s'est avérée être la partie la plus simple du problème. Simple, enfin, si on peut dire. Faire réellement s'enflammer les cibles allait s'avérer bien plus difficile, et prendre bien plus de temps que presque tout le monde ne l'avait anticipé. La crise des méga-projets. Ainsi, lorsque le NIF a reçu l'approbation officielle au milieu des années 1990, le coût de construction estimé était d'environ 1,1 à 1,2 milliard de dollars. Le calendrier prévoyait environ 8 ans de construction, avec une fin prévue autour de 2002 ou 2003. Ces chiffres ont aidé à vendre le projet au Congrès. Ils se sont aussi révélés totalement faux. Pendant des années, Livermore assurait au département de l'énergie que le NIF avançait bien, mais à la mi-1999, une autre image est apparue. Des examens indépendants et des enquêtes du Congrès ont montré que le projet accusait un grand retard et dépassait de centaines de millions de dollars ses budgets de référence. Oups A à Z. Pire encore, le département de l'énergie et le Congrès n'étaient pas informés de l'ampleur des problèmes au fil de leur évolution. Plusieurs comités d'examen ont enquêté sur ce qui n'avait pas fonctionné et leurs conclusions ont systématiquement mis en cause des défaillances de gestion plutôt que des limites physiques insurmontables. Le projet avait été planifié avec des réserves de contingence insuffisantes. L'ingénierie des systèmes et l'intégration avaient été mal coordonnées. La supervision du laboratoire n'a pas permis de signaler tôt les problèmes croissants. Un examen a utilisé le mot « hubris » pour décrire la culture institutionnelle autour des estimations initiales du NIF. Le secrétaire à l'énergie, Bill Richardson, a prononcé une réprimande publique qui est devenue la phrase emblématique de la crise, déclarant que la mauvaise gestion avait supplanté la bonne science. En septembre 1999, le directeur du projet NIF, Michael Campbell, a démissionné. Le projet a frôlé l'annulation de très près. Le sénateur Tom Harkin de l'Iowa a jugé le NIF hors de contrôle et a publiquement douté de son fonctionnement futur ou de l'intérêt de le finir. Des commissions du Congrès ont tenu des auditions, le financement était menacé et Livermore a dû se réorganiser. George Miller a dirigé les programmes du NIF, Ed Moses a été chef de projet. La nouvelle équipe a procédé à une réévaluation complète du projet, produisant des estimations révisées des coûts et du calendrier qui se voulaient crédibles plutôt qu'excessivement optimistes. La nouvelle date d'achèvement a été repoussée à 2008 ou 2009, et le budget de construction est passé à environ 2 à 2,2 milliards. Lorsque la Cour des comptes américaine a pris en compte les coûts de recherche et développement en plus de la construction, ses projections allaient de 3,3 à 4 milliards. Le chiffre final fréquemment cité pour le coût total de la construction s'est établi à environ 3,5 milliards. La réévaluation complète a sauvé le NIF politiquement, mais elle n'a pas mis fin à l'examen minutieux, et c'est tant mieux. Les auditeurs de la Cour des comptes américaine ont relevé que le laboratoire avait déclaré la construction terminée, bien que des travaux de sécurité, comme l'installation de portes blindées dans les baies à laser, aient été reportés alors que la plupart des scientifiques le voulaient un peu probablement. Le report de ces travaux a perturbé les premières opérations et suscité des critiques sur la fixation des jalons d'achèvement pour respecter les délais plutôt que la préparation réelle. Au moment où les 192 faisceaux ont tiré ensemble en mars 2009, le NIF avait traversé des révoltes budgétaires, des purges de direction et des menaces répétées du Congrès. Il accusait des années de retard, coûtait des milliards de plus que l'estimation initiale et subissait un examen approfondi. L'installation existait, les lasers fonctionnaient et la seule façon de justifier ce que cela avait coûté était d'obtenir le résultat annoncé par le nom même du bâtiment. La longue ascension. Des premières expériences à une décennie de quasi-réussite. Avec le laser opérationnel, le NIF a mené de nouvelles expériences en 2009 et 2010. Les tirs de physique des armes ont dès le début fourni des données au programme de maintien de l'arsenal.
En septembre 2010, l'installation a mené sa première expérience d'allumage intégré en tirant les 192 faisceaux sur une cible refroidie cryogéniquement avec une couche de combustible deutérium-tritium. Le mois suivant, un tir a battu un record de production de neutrons par implosion laser, des résultats assez prometteurs pour soutenir un calendrier ambitieux. La campagne nationale d'allumage 2010-2012 visait à atteindre l'allumage en poussant le laser à ses limites de conception. Le 5 juillet 2012, le NIF a tiré un coup délivrant 1,85 mégajoules d'énergie ultraviolette à une puissance de pointe de 500 TW. Le laser avait principalement atteint les objectifs de performance fixés dans les années 1990. Le combustible n'a pas atteint le seuil d'allumage, les implosions produisaient en sort des neutrons de fusion, mais étaient loin d'atteindre la combustion auto-entretenue qui définit l'allumage. Tir après tir, les rendements étaient inférieurs aux attentes. La campagne nationale d'allumage a pris fin. Le laser n'avait pas atteint son but, mais il avait rempli son rôle. Le problème venait de la physique de l'implosion. De légères asymétries éventuellement des rayons X, des défauts de fabrication de la cible et des instabilités lors de la compression retiraient l'énergie du point chaud avant d'atteindre les conditions nécessaires à la combustion. L'écart entre les résultats des expériences et ce qui était nécessaire pour l'ignition était énorme. Les conséquences institutionnelles sont arrivées en 2013. Le projet de budget de l'administration Obama a réduit le financement du NIF et le temps consacré aux expériences de recherche fondamentale. Du personnel a été licencié ou réaffecté et le nombre de tirs a diminué. Les superviseurs fédéraux ont recentré l'installation sur sa mission de maintien de l'arsenal nucléaire, principale justification de son budget. Des réformes opérationnelles ont suivi, réorganisant le NIF selon le modèle d'une installation ouverte aux utilisateurs afin d'augmenter le nombre de tirs par an et de tirer davantage de valeur de chaque journée d'exploitation. Les progrès après 2013 ont été lents et réalisés par itération minutieuse. En février 2014, un tir a atteint l'étape clé du gain du combustible supérieur à un où l'énergie de fusion produite a dépassé celle déposée par le laser dans la capsule de carburant. L'énergie du laser dépassait encore la production de fusion, mais un changement notable s'était produit dans la cible. Les particules alpha, issues des réactions de fusion, déposaient suffisamment d'énergie pour chauffer de manière significative le carburant environnant. L'autochauffage était réel, mais pas assez pour provoquer une combustion incontrôlée. Vanchon a employé la stratégie d'impulsion high-foot, modulant l'énergie du laser pour limiter les instabilités lors des débuts de l'implosion. Le compromis était une compression finale plus faible, mais l'implosion restait plus stable. Cela indiquait un principe qui allait le guider les prochaines années de travail. Une implosion moins extrême mais symétrique pouvait dépasser une implosion plus agressive qui se disloquait. De 2014 à 2019, les campagnes ont affiné presque toutes les variables du système. Les scientifiques ont testé différentes géométries de chambre, dont des modèles en ballon de rugby pour améliorer l'uniformité des rayons X. Ils ont réduit la taille des tubes de remplissage servant à injecter le combustible dans la capsule, réduisant ainsi le défaut laissé sur l'enveloppe. Ils ont ajusté le minutage des impulsions, l'épaisseur de la capsule et la température de congélation du deutérium-tritium. Chaque ajustement était minime. Chacun nécessitait des tirs dédiés et des mois d'analyse. À la fin des années 2010, le NIF effectuait environ 300 à 400 tirs par an, bien plus que pendant la campagne d'allumage. Puis, le 8 août 2021, un seul tir a produit un résultat qui a stupéfié la communauté de la fusion. La cible a produit 1,35 mégajoules d'énergie de fusion, soit environ 70% des 1,9 mégajoules délivrés par le laser. Le combustible était passé en régime de plasma en combustion, où l'autochauffage par les particules alpha dominait dans la zone chaude. Une onde de combustion s'était propagée dans le combustible. Environ 2% du deutérium-tritium a été consommé avant la dispersion de l'implosion. C'était de loin le rendement le plus élevé, jamais obtenu par une expérience de fusion au laser. C'était aussi terriblement proche du seuil. Les tentatives de reproduction du résultat dans les mois suivants ont échoué. De légères variations de la cible et du laser ont donné des rendements bien moindres qu'en août. L'installation frôlait l'ignition mais ne pouvait s'y maintenir de façon fiable. Chaque capsule restait fabriquée à la main. Chaque tir dépendait encore de conditions devant s'aligner dans des tolérances très strictes. L'étape suivante nécessitait un tir où tout devait s'assembler, juste assez bien pour que la production d'énergie dépasse celle délivrée par le laser. La percée de décembre 2023. Eh bien, le 5 décembre 2022, le NIF a tiré le tir N221204. Les 192 faisceaux ont délivré 2,05 mégajoules de lumière ultraviolette dans toute la chambre. Les rayons X ont comprimé la capsule de combustible. L'implosion a tenu bon. Et lorsque les instruments de diagnostic ont terminé d'enregistrer, le rendement de fusion affichait 3,15 mégajoules. Environ 1,1 fois 10 puissance 18 neutrons s'étaient échappés de la cible en quelques milliardièmes de seconde.
L'énergie de fusion a dépassé de plus de 50% celle du laser. Le résultat a été examiné en interne pendant 8 jours. Le 13 décembre, la secrétaire à l'énergie Jennifer Granholm a annoncé cette réussite lors d'une conférence de presse à Washington. Elle a comparé cela au vol des frères Wright à Kitty Hawk, montrant qu'une théorie devenait réalité. La comparaison avait été soigneusement choisie. Les frères Wright n'ont pas créé une compagnie aérienne. Le NIF n'a pas produit d'électricité utilisable. Ce qui s'est passé le 5 décembre n'était qu'une simple preuve. Pour la première fois, dans n'importe quel laboratoire au monde, une expérience de fusion contrôlée a généré plus d'énergie à partir du combustible que ce que le laser lui avait fourni. C'était le critère d'ignition que le NIF avait été conçu pour atteindre. Après 13 ans d'échecs, l'installation avait enfin franchi la limite. Et le résultat mérite d'être précisément encadré. Les 2,05 mégajoules injectés dans le Hall Room correspondaient à l'énergie de la lumière ultraviolette atteignant la cible. Pour produire cette lumière, l'installation a puisé des centaines de mégajoules du réseau pour charger les condensateurs alimentant les amplificateurs laser. Le rendement global de la NIF, mesuré comme l'énergie de fusion produite divisée par l'énergie électrique totale consommée, est resté autour de 1% ou moins. Une centrale à fusion doit générer bien plus d'énergie que la consommation totale de ces installations, pas seulement plus que l'énergie du laser. Selon ce critère, la NIF en restait éloignée. Chaque tir entraînait également un coût marginal important, souvent estimé entre un demi-million et $1 million, en tenant compte de la fabrication de la cible, de la maintenance du laser et des opérations. La NIF tire au maximum une fois par jour lors des campagnes actives. Une installation de production d'électricité devrait effectuer des tirs sur cible plusieurs fois par seconde. Le tir de décembre 2022 a validé le principe physique. Il n'a pas démontré l'ingénierie, l'économie ou l'évolutivité. Ces avertissements étaient essentiels dans les mois suivants, alors que les gros titres mondiaux annoncèrent une percée dans la fusion sans toujours préciser ce qui avait ou non été accompli. Dans la communauté scientifique, la réaction fut plus mesurée mais notable. L'ignition restait une question ouverte depuis des décennies. Les sceptiques pensaient que le confinement inertiel par laser n'atteindrait peut-être jamais l'ignition, mais les données venaient de trancher le débat. En 2023, le NIF a réalisé d'autres tirs générant des rendements de fusion d'environ 3 mégajoules, prouvant que le succès de décembre était reproductible et non lié à des conditions exceptionnelles. Les détails étaient un peu limités car de nombreuses données sur les cibles et tirs du NIF sont classifiées pour des raisons liées au programme d'armement. Mais la tendance restait claire. L'installation pouvait atteindre l'ignition plus d'une fois et les équipes scientifiques déterminaient quels paramètres de cible et d'impulsion maintenaient le bon régime. Les résultats relevés le 5 décembre 2022 sont tombés après 30 ans de crise politique, de marathon d'ingénierie et de progrès progressifs en physique. Cela a prouvé qu'une combustion par fusion contrôlée pouvait s'allumer et se maintenir d'elle-même dans une cible de laboratoire, ce qui était inédit. Qu'est-ce qui change après l'allumage ? Pour le programme de gestion de l'arsenal nucléaire, l'ignition a ouvert une nouvelle catégorie d'expériences. Avant décembre 2022, les physiciens étudiaient la dynamique de l'implosion et les propriétés des matériaux sous forte pression. Après l'allumage, ils peuvent étudier les plasmas en combustion, où le chauffage par particules alpha domine. Ce régime est bien plus proche de ce qui se passe à l'intérieur d'une véritable arme thermonucléaire. Les données expérimentales alimentant les codes de simulation ayant remplacé les essais souterrains se sont considérablement enrichies, ce qui consolide la position politique du NIF pour longtemps. Pour la question de l'énergie de fusion, l'ignition a tranché un débat fondamental et en a immédiatement révélé un autre. La physique fonctionne. Le confinement inertiel par laser peut produire une combustion auto-entretenue. Cette réponse était réellement incertaine depuis des décennies. Et il ne fait plus de doute qu'une centrale électrique fonctionnelle basée sur cette approche aurait besoin de gains de fusion allant de 10 à 100 fois l'énergie d'entrée du laser et non pas une fois et demie. Il faudrait tirer sur des cibles plusieurs fois par seconde et non une fois par jour. Les lasers devraient avoir des rendements bien supérieurs à ceux du NIF. Les cibles, aujourd'hui des sphères faites à la main et contrôlées au microscope, devront être produites par millions, à très bas coût et avec une qualité constante. Le NIF a été conçu pour la recherche sur les armes et l'allumage, pas comme prototype de source d'énergie. Il ne peut devenir une installation à haut taux de répétition et gains élevés. Si l'énergie de fusion inertielle doit aller au-delà de cette démonstration, il faudrait une installation qui lui succéderait, conçue dès le départ selon d'autres priorités d'ingénierie. C'est une décision politique que personne n'a encore prise, et le coût d'une telle installation n'a pas encore fait l'objet d'une estimation sérieuse. Troisièmement, le NIF joue un rôle d'installation scientifique ouverte aux utilisateurs. Faute d'allumage, la pression budgétaire a réduit le temps dédié à la science fondamentale et à la recherche académique sur le système. Les campagnes de sciences fondamentales ont diminué. L'accès des chercheurs universitaires a été restreint.
L'allumage confirme que le NIF est un instrument scientifique unique avec des capacités inégalées. Les astrophysiciens, planétologues et spécialistes des matériaux demandent tout du temps de faisceau pour étudier la matière dans des conditions extrêmes. Le budget du NIF est limité, et son calendrier de tir est principalement dicté par les priorités du programme d'armement. Demande scientifique croissante et financement stable s'opposent. La France possède la seule installation similaire au monde, le laser mégajoule près de Bordeaux. Il joue aussi un rôle comparable dans la gestion scientifique de l'arsenal nucléaire français. Les deux programmes partagent des recherches non classifiées, mais restent indépendants pour les travaux classifiés. Le Royaume-Uni a fourni au NIF des équipements de refroidissement via des accords de collaboration, montrant que même de petites améliorations de la capacité de tir sont coûteuses pour les partenaires. L'allumage a laissé une question sans réponse, le résultat de décembre 2022 ne pouvant y répondre. Le fait que la réussite du NIF représente l'étape finale d'un investissement de l'ère de la guerre froide ou le point de départ d'une nouvelle génération d'installations de fusion dépend de décisions que les gouvernements n'ont pas encore prises. La preuve existe. En revanche, on ne sait pas quoi construire ensuite. Merci d'avoir regardé.